Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace François Mitterrand où nous allons ce soir parler d'énergie renouvelable. Je me présente, Guillaume Pinard, directeur des développements et des acquisitions de projets hydroélectriques pour le groupe Akio Énergie. Je souhaite en tout premier lieu remercier la commune de Montmélian pour son accueil de ce soir et en tout premier lieu Madame la députée maire, Madame Santé, que je vais inviter à me rejoindre pour introduire cette soirée sous le signe de projet hydroélectrique de Chavors, qui est actuellement en construction à quelques centaines de mètres d'ici. Madame la maire. Merci. Merci, ravi de vous voir aussi nombreux ce soir. Je crois que c'est le signe qu'on avait besoin d'en savoir un petit peu plus sur ce beau projet qui est aujourd'hui plus un projet, mais une belle réalisation qui sera bientôt en ordre de marche. Mais je laisserai bien sûr tous les représentants d'Akio en parler tout à l'heure. Je voudrais en particulier recevoir ce soir, comme il se doit, M. Benoît Galland, qui représente Akio ce soir, qui se présentera plus complètement tout à l'heure, et le remercier pour cette initiative. Il est accompagné d'un certain nombre de ses responsables. Moi, je me permettrai de saluer peut-être tout particulièrement Jean-Pierre Vidal, parce que c'est un champion qui nous a fait vibrer. Alors, moi, je ne me souvenais pas à quel JO, donc j'étais un petit peu coincée. Mais ça a quelques années maintenant, 2002, c'est ça ? C'est un beau souvenir, et puis c'est un Mauriennais. On est très heureux de l'accueillir ici à Montmélian, qui est presque en Maurienne, vous le savez, et qui représente ce soir aussi la société Akio. C'est bien qu'il y ait des représentants locaux pour nous, c'est aussi un gage de belle réussite de ce projet. On a souvent, en tant qu'élu, et je parle là au nom de la ville de Montmélian, mais aussi au nom de mon collègue Richard Deschamberger, je ne sais pas s'il est arrivé, on était ensemble à Pontcharrat dans une réunion aussi vraie que ça, il ne doit pas tarder, mais c'est une décision qu'on a prise ensemble, nos deux conseils municipaux, de la Chavanne et de Montmélian, pour dire que l'on donnait un avis favorable au projet d'Akio Énergie. En réalité, il n'y a pas vraiment de décision parce qu'il n'y a pas eu de financement de la part de nos collectivités, mais simplement à un moment donné un avis favorable donné à M. le Préfet qui nous sollicitait, mais toute l'instruction du dossier dans un cas comme celui-ci se fait ailleurs que dans les communes, se fait au niveau de l'État et à un niveau relativement élevé de l'État, en particulier pour ce qui est des conditions de préservation de l'environnement d'un tel équipement. Mais depuis que nos avis ont été rendus, les avis des conseils municipaux, que le préfet a rendu un avis définitif et que les travaux ont commencé, on a eu énormément de questions sur ce projet. Et votre présence nombreuse ce soir, je crois, est la preuve de la passion que ce projet a entraîné, mais dans le meilleur sens du terme. D'abord pour la technique et pour les travaux très importants qui ont eu lieu dans l'Isère, qui ont été impressionnants, là aussi, voilà, je salue Richard Deschamberger qui nous rejoint maintenant, mais aussi pour l'intérêt qu'il a d'un point de vue environnemental. Alors moi j'ai une référence montmélianaise, Richard Deschamberger me le pardonnera, la production qui suivra dès que cet équipement sera mis en place et en œuvre, c'est à peu près la moitié de ce que consomment les Montmélianais, entreprises et particuliers confondus, en consommation électrique par an. Et c'est vous dire l'importance de l'intérêt environnemental de cet équipement. L'hydroélectricité, c'est un sujet qu'on connaît bien en Savoie depuis très longtemps. C'est une belle manière de produire de l'électricité en respectant l'environnement. Et on est très heureux qu'à Montmélian et en cœur de Savoie, alors à Montmélian où on s'est lancé il y a bien longtemps dans le développement des énergies renouvelables, et en particulier du solaire et du solaire thermique, tout particulièrement. Et en cœur de Savoie, où nous sommes maintenant, vous le savez tous,
territoire et énergie positive pour la croissance verte, c'était important. C'est important en général qu'on puisse travailler sur tous les types d'énergie nouvelles, et puis en particulier peut-être sur l'hydroélectricité, qui est une des plus belles énergies renouvelables. C'est une évidence. Alors je crois que maintenant on est tous très impatients, non seulement vous nous présentiez le chantier, le projet, ce que sera effectivement ce que produira effectivement cette centrale hydroélectrique, mais que vous nous présentiez aussi votre projet participatif et de financement participatif de cette opération. Moi je le dis franchement, parce que je parle toujours franchement, on aurait parfois aimé, en tout cas côté commune de Montmélian, être peut-être partie prenante du projet à un moment donné, mais on n'a jamais non plus essuyé de refus pur et simple. On a simplement compris, mais je crois que vous allez bien nous l'expliquer, qu'à un moment donné, vous avez besoin de maîtriser les choses, et notamment la partie technique des choses, et que vous ouvrez maintenant à tous les citoyens montmélianais, chavanneaux et habitants de Cœur-de-Savoie. Et moi, je voudrais simplement vous dire que ce soir, on s'en réjouit, et que vous veniez nous présenter aussi précisément ce projet ce soir. Je crois que ça peut que nous réjouir tous. Il nous faudra faire beaucoup d'efforts pour être un territoire à énergie positive. C'est-à-dire qu'il va falloir réduire nos consommations au quotidien. On a lancé un certain nombre de chantiers, notamment sur nos bâtiments publics, mais aussi en aidant les particuliers à mieux isoler leur logement en particulier. Mais il nous faudra produire aussi beaucoup d'énergie et d'énergie renouvelable en particulier. Si l'on veut être ce territoire à énergie positive, on a besoin d'un projet comme celui-ci, mais peut-être d'autres. On a évoqué tout à l'heure des possibilités de centrales photovoltaïques, notamment dans des lieux où, vous le savez, on est touché tout le long de l'Isère sur des terrains qui sont souvent interdits à la construction parce qu'en zone inondable, qu'il y a peut-être des possibilités d'imaginer là des parcs photovoltaïques. Pourquoi pas? Sachez que les élus de Montmélian, ceux de la Chavanne, je le sais, et tous les élus de Cœur-de-Savoie, et de nombreux citoyens de Cœur-de-Savoie qui s'engagent notamment dans la centrale villageoise, sont très ouverts à l'idée des énergies renouvelables. On vit des moments un peu compliqués dans ce monde, après avoir été très fiers de l'organisation de cette COP 21, de ce que la France a produit avec la loi sur la transition énergétique, qui a été une belle contribution à la COP 21. Les accords de Paris sont des accords historiques qui, je le disais dans cette salle il y a 2 jours, ont supplanté maintenant les accords de Kyoto, qui étaient les derniers qui engageaient vraiment ce monde. Les États-Unis se retirent, ils le disent il y a quelques jours. Je ne suis pas sûre que M. Trump sera encore là quand il aura à se retirer définitivement des accords de Paris, mais peu importe, je crois que le monde a compris à Paris, il y a 2 ans, qu'il fallait que l'on fasse autrement. Je crois que ce projet rentre complètement dans cette nouvelle façon de voir le monde, et comme le disait le ministre il y a quelques jours, il n'est pas la question de sauver la planète pour la planète, c'est bien de sauver l'humanité dont nous faisons partie sur cette planète qui compte. Et voilà, bravo pour votre projet, merci de venir nous le présenter. On aime à Montmélian et en Cœur-de-Savoie qu'il y ait une vraie participation. C'est pour ça que je vais m'arrêter maintenant de parler et vous laisser continuer cette présentation. Merci en tout cas. Merci Madame la maire, ça nous fait d'autant plus plaisir de proposer cette présentation ce soir quand on voit qu'on est dans un environnement sur lequel nous sommes en phase en termes de valeurs, en termes de vision de ce que peut être un futur commun. Nous allons maintenant passer plus en détail sur le projet de Chaveur en lui-même et ainsi que sur la présentation de notre plateforme de financement participatif. Nous vous inviterons à poser des questions si vous en avez à l'issue de ces présentations. Je vais maintenant accueillir Benoît Galland, un des fondateurs et directeur général d'Accio Énergie, qui va venir prendre quelques minutes pour nous présenter,
notre entreprise. Benoît. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Bonsoir à tous. D'abord, je suis absolument ravi de cette opportunité de vous présenter Énergie. Je laisserai aux équipes le soin de présenter plus le projet. Je veux évidemment remercier Madame le maire, merci pour votre accueil. Monsieur le maire de la Chavanne, merci également pour le soutien que tous les deux vous avez apporté à ce projet, parce qu'évidemment il est porté, comme il a été expliqué, par Accio Énergie, que je vais vous présenter si la technique ne me fait pas de défaut. Et donc l'idée c'est que je vous dise qui est Accio Énergie, parce que vous allez voir cette œuvre réalisée, mais le propriétaire, qui est-il derrière? Donc le propriétaire, d'abord, il s'appelle Accio Énergie. Bon, il est normal que vous ne connaissiez pas ce nom, parce que ce n'est pas un nom grand public. Puis aussi parce que c'est une entreprise relativement récente. Nous sommes pour autant le premier producteur français, d'abord donc français, indépendant d'énergie renouvelable. Donc notre cœur de métier, c'est quoi? C'est de produire de l'énergie à base de sources renouvelables. En tant que producteur, donc, nous sommes connus, mais en tant que consommateurs, vous ne nous connaissez pas, parce qu'entre nous et vous, il y a il y a le transport, le réseau de transport, puis après il y a les distributeurs qui vont vendre l'énergie. Donc notre rôle, il se limite, mais on a quand même une ambition large que je vais vous expliquer, mais il se limite à être celui du producteur. Aujourd'hui, nous avons en gros un peu plus de 1000 mégawatts de projets, donc d'unités qui sont en construction ou en exploitation. 1000 mégawatts, pour vous donner un ordre d'idée, c'est une tranche nucléaire. C'est un réacteur nucléaire. Donc c'est peu par rapport à l'ensemble de la France, mais c'est déjà une contribution, puisque notre entreprise a 10 ans. Nous fêtons cette année les 10 ans de Accio Énergie. Et nous sommes toujours détenus par ses fondateurs. Donc nous sommes une entreprise à capitaux français, ayant commencé en France, mais s'étant développée à l'étranger, et je vais vous en parler. Aujourd'hui, on va parler hydro, mais Accio Énergie, c'est aussi du photovoltaïque, du solaire, donc pas du solaire thermique, mais du photovoltaïque, de l'éolien, de la biomasse, du stockage et des énergies marines. Donc nous sommes développés sur une palette d'énergie large pour pouvoir offrir au territoire l'énergie ou les énergies compatibles, parce que comme dans toute énergie, en fait, on parle de ressources énergétiques, qu'elles soient fossiles, traditionnelles, mais également de la même façon photovoltaïque, il faut du soleil, évidemment, ou du vent, ou de la biomasse, etc., ou de l'hydro. Donc la ressource est clé, et on ne peut pas imposer une énergie à un territoire, on doit trouver le bon mix. Notre stratégie, c'est donc d'être producteur et d'être propriétaire de nos unités. Pourquoi? Parce que nous sommes comme un promoteur immobilier qui garderait les immeubles pour y habiter nous-mêmes. Donc on veut construire exactement ce dont nous avons besoin pour le futur, et ce contrôle-là nous permet d'avoir des unités qui vont rester dans la durée, parce que quand on fait des investissements comme cela, c'est des investissements sur 10, 20, 30, 40 et même 50 ans. Donc on calcule la rentabilité, donc il faut évidemment pouvoir contrôler le futur. Nous sommes internationaux, nous sommes présents dans 13 pays aujourd'hui, je ne vais pas tous les citer. Il y a les États-Unis, donc si vous avez des questions sur ce qui se passe aux États-Unis, je pourrais de façon très modeste y répondre. Mais également en Croatie, nous sommes le premier producteur éolien en Croatie. Et nous avons aujourd'hui une expertise avérée, donc nous avons un chiffre d'affaires de 172 millions d'euros. Donc pour une petite entreprise créée il y a 10 ans, pardon, et évidemment c'est une belle croissance. Et nous avons investi, grâce au soutien de tous les partenaires financiers qui nous ont fait confiance, près de 2 milliards d'euros en infrastructures qui sont maintenant des infrastructures qui produisent de l'énergie. Alors, quelques chiffres pour montrer cela. Donc là, vous voyez la croissance des mégawatts en exploitation. Pour vous donner, donc ici, on a parlé de Chavor, c'est 2 mégawatts. D'accord, 2 parmi ces... donc en 2017, il y aura 2 de plus qui correspondront à Chavor. D'accord, mais c'était pour autant pas un projet
un petit projet, puisque comme Guillaume l'a dit, c'est notre premier projet hydro et on va en parler de façon plus précise. Donc nos investissements, vous voyez les courbes, ça ne fait qu'augmenter puisqu'on garde à chaque fois les projets. Et vous voyez que des 50, en gros, des 50 centrales qui sont en exploitation aujourd'hui, la répartition entre la biomasse, l'éolien, le photovoltaïque est assez équivalente. Et puis on a ambition que cette répartition se complète de l'hydro avec ce premier projet ici. Notre rôle, je vais terminer là-dessus, je ne vais pas vous noyer sous les chiffres, mais notre rôle, qu'est-ce que fait AQ Energy? D'abord, nous développons les projets, d'accord? Parce que ça commence par une idée, puis après il faut convaincre, il faut instruire, il faut gagner des appels d'offres, donc ça c'est tout le développement. Ensuite, nous supervisons la construction. Nous ne sommes pas constructeurs nous-mêmes, vous avez vu sur le chantier, ceux qui ont vu, hein, ce sont des noms connus de constructeurs, mais nous, en tant que propriétaires du chantier, on vérifie que tout se passe bien, puisque on va en prendre les clés pour les années dont je vous ai parlé, les dizaines d'années. Ensuite, nous exploitons, c'est-à-dire que nous avons nos équipes qui seront sur place pour s'assurer que l'unité produit bien ce qu'elle a prévu de produire. Et en parallèle, nous assurons le financement du projet, puisque sans argent, eh bien, les 1,9 milliard que nous avons indiqués, il serait difficile de les trouver. Donc voilà très brièvement ce qui est AQ Energy, donc une entreprise française, indépendante, à vocation internationale, et on se développe grâce au succès que nous avons localement. Et maintenant, je vous propose de repasser la parole à Guillaume, qui va introduire les prochains intervenants sur le projet lui-même. Merci. Merci Benoît. Nous sommes tout d'abord, comme Benoît le soulignait, très fiers de ce premier projet à plusieurs égards. Une des raisons du succès de ce projet, qui a été développé de manière relativement rapide, puisqu'il a fallu entre 2 et 3 ans pour partir d'une idée, d'un concept et arriver à un projet qu'on commence à construire. Donc c'est des processus qui sont normalement un peu plus longs. On a eu ici la chance de pouvoir recourir à une somme d'expertise parmi tissus d'entreprises régionales dont un certain nombre sont localisés près d'ici à Alpespace, qui nous a vraiment permis de sortir un projet tel qu'on les aime, des projets optimisés, des projets dont on peut être fier. Et je vais laisser la parole à Carmen Caminero, notre chef de projet sur Chavor, qui va vous en dire un petit peu plus. Bon, mais merci Guillaume. Donc, je vais passer... voilà. Donc, dans cette partie de développement, je voulais me concentrer sur 3 aspects du développement qui sont comment on a choisi ce site entre Montmélian et La Chavant pour développer une petite centrale hydroélectrique, quel type de petite centrale électrique on a à Chavor et les avantages par rapport à d'autres types de technologies. Donc, tout d'abord, comme introduction, on va expliquer comment ça fonctionne une centrale hydroélectrique. Donc, comme pour d'autres types de technologies comme l'éolien, on a besoin d'une ressource qui fait tourner les pales d'une turbine pour que ces mouvements après soient transmis à une génératrice où il y a un aimant et une bobine. Et les mouvements d'éléments autour de la bobine, ça crée un courant qui est après mis à la tension des distributions et comme ça, on le distribue à tous nos foyers pour qu'ils soient bien alimentés. Donc, dans notre cas, la ressource, c'est une ressource renouvelable et c'est l'eau. Donc, toute centrale a 4 parties principales qui sont un barrage qui sert à maîtriser les niveaux et assurer que les turbines sont toujours bien alimentées. Après, on a une partie qui sont les ouvrages d'amener qui conduisent l'eau jusqu'à la turbine. Après, on a les groupes de production qui sont la turbine, la génératrice et les transformateurs. Et ensuite, on a une partie qui sont les ouvrages de restitution
qui conduisent l'eau à la rivière. Donc, comment on sait combien d'énergie on peut produire pour un site donné? Donc, il y a deux paramètres fondamentaux qui sont les débits, donc la quantité d'eau, les volumes d'eau par unité de temps, et le deuxième paramètre, c'est la hauteur des chutes, qui est la différence entre les niveaux à l'amont du barrage et les niveaux à l'aval des turbines. Avec ces deux paramètres, on a des types de petites centrales hydroélectriques. On a les centrales hydroélectriques des hautes et moyennes chutes, comme celle-ci, et on a les centrales de basse chute. Normalement, les centrales de haute et moyenne chute, ils sont un débit qui est faible parce que malheureusement, les dénivelés les plus importants, ils se trouvent dans le haut de la montagne. Et à cet endroit-là, il y a les sources des rivières. Donc le débit n'est pas très fort. Et par contre, en revanche, les centrales de basse chute, elles sont normalement placées à l'embouchure, près de l'embouchure des rivières, où on a un très fort débit, parce qu'il a récupéré tous les affluents de la rivière, mais la pente elle est très faible, donc du coup on a des basses chutes. Donc pour cette partie, c'est très classique. Là, on a les barrages, un canal, les conduites, et après les turbines où on restitue l'eau à la rivière. Et pour les basses chutes, on a vraiment tout localisé dans un point. C'est-à-dire que les turbines, elles prennent directement l'eau de la rivière et les restituent tout de suite après. Pour les DK, on a toujours une passe à poissons, parce qu'il faut assurer que les poissons puissent remonter la rivière et surmonter l'obstacle qu'on vient de créer. Donc Chabord, c'est une centrale des basses chutes où on avait sous les ponts molars un seuil d'environ 3 mètres qui va faire la hauteur des chutes du projet, où il y avait une passe à poissons déjà existante et aussi on avait une ligne électrique à côté. Et en plus, l'Isère, comme on la connaît tous, c'est une rivière qui a un débit très fort. Donc c'était le site parfait pour mettre en place une centrale. Et pourquoi donc ce site n'a pas été développé avant? Parce qu'on avait des problématiques, des problèmes. Les premiers, c'était qu'on est dans une zone inondable, et donc du coup, on ne pouvait pas mettre en place une centrale qui fait un vrai obstacle à l'écoulement quand on est en crue. On avait besoin d'avoir toute la largeur de la rivière pour évacuer la crue les moments venus. Le deuxième problème, c'était que les turbines classiques, ils ont des bonnes performances pour des hauteurs de chute qui sont un peu plus élevées. Et donc, avec des turbines classiques, c'était difficile de pouvoir réussir à avoir un bon rendement. Nous, on a fait nos recherches et on a trouvé une technologie qui est assez nouvelle et qui est d'origine française. Et c'est la turbine VLH, qui est une turbine spécialement développée pour des très basses chutes, de 1,5 à 4,5 mètres, et aussi qui a la particularité d'être sous l'eau et très transparent l'écoulement en cas de crue. C'est-à-dire que quand il est en crue, la turbine se ferme et l'eau il passe au-dessus tranquillement, on pourra utiliser toute la largeur du lit. En plus de ça, c'est une turbine qui a d'autres avantages, comme qu'elle tourne à très faible vitesse, et donc les poissons ils peuvent passer à travers sans besoin de mettre des grilles très fines, et avec un taux de mortalité des poissons presque nul. Donc ça veut dire qu'elle a des caractéristiques éthiophiles remarquables. Et en plus de cet avantage-là, elle a deux autres avantages qui sont très importants, qui sont qu'elle ne fait pas de bruit, et en plus, comme elle est sous l'eau, l'impact visuel il est presque négligeable. Donc, les caractéristiques de l'aménagement sont une centrale hydroélectrique au fil de l'eau, c'est-à-dire on n'a pas un réservoir, on ne stocke pas de l'eau. Tout l'eau qui passe, on les turbine, pour les débits, la gamme de débits en turbine. On va installer 4 turbines VLH de 5 mètres de diamètre chacune, et pour une production de 13 500 MWh par an, qui correspond à peu près à la moitié de la population de Montmélian. Là, il y a une coquille. Donc, les débits que les turbines, les débits total que les turbines prennent, c'est un peu en dessous des débits moyens de la rivière. Et avec ce type de centrale, on évite environ 5000 tonnes de CO2 qu'on aurait produit avec une technologie polluante.
Donc je ne voulais pas finir cette partie de développement sans faire une spéciale mention aux partenaires des études qui ont travaillé à côté de nous pendant la période de développement du projet et qui ont fait un travail magnifique. On remercie vraiment ce travail qu'ils ont fait à côté de nous pour mener à bien les projets et qui sont des acteurs locaux parce que la plupart d'eux viennent de la Savoie. Ils sont basés en Savoie et sinon dans les régions voisines comme la Haute-Savoie ou l'Isère. Donc je vais passer la parole à Guillaume. Merci Carmen. En plus de faire la part belle d'une certaine manière à l'innovation, ce projet actuellement en construction et pour la plupart d'entre vous, je pense que vous avez pu le constater depuis les abords, depuis le pont. On est sur un ouvrage, sur une réalisation qui est un véritable défi technique. Et pour vous décrire de manière un petit peu plus détaillée le séquencement de ces opérations et de ces 2 ans de chantier, j'invite Stéphane Chaumier qui supervise cette construction. Non, je m'en Merci Guillaume, bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler de la construction de la centrale. Donc, je vais volontairement faire une présentation assez générale de cette partie de la construction et je prendrai le temps à la fin de la présentation de répondre à toutes vos questions un peu plus techniques, un peu plus poussées. Donc, on aperçoit sur cette vue 3D que la centrale est implantée à l'aval immédiat du pont Mollard, que vous connaissez tous, qui est ici, puisque notre projet consiste à valoriser la chute d'eau qui est créée par le seuil du pont Mollard. Donc, la centrale va occuper les 2/3 du lit de la rivière. La 3e travée ici est constituée de la passe à poissons, qui était une passe existante et qui n'est donc pas concernée par notre projet de construction de la centrale. Donc on maintient juste la passe à poissons en fonctionnement normal. Sur la centrale, ici, on peut constater qu'il y a 6 passes. Sur ces 6 passes, 4 seront équipées par des turbines. Donc ce sont des turbines de type VLH, adaptées aux faibles chutes de hauteur d'eau. Donc chacune de ces VLH a une puissance de 500 kW pour une capacité totale de l'installation de 2 MW. Sur les 2 passes ici et ici, qui ne sont pas concernées par l'installation des turbines, nous allons installer ce qu'on appelle des vannes de dégravage. Donc ce sont des vannes qui permettent de laisser transiter le transport solide de l'Isère, donc tous les embâcles qui sont charriés pendant les crues. Donc en fonctionnement normal de la centrale, ces vannes sont fermées, le débit transite par les turbines, et en période de crue, on va ouvrir ces vannes pour laisser transiter tout le transport solide. Et en plus, la centrale est déversante, donc le débit passe également au-dessus de la centrale. Nous avons ici une plateforme de manutention. Donc sur cette plateforme, il y aura du stockage de matériel, et c'est sur cette plateforme que nous ferons la maintenance des turbines. Et nous avons ici donc, le local technique. Dans ce local technique, nous allons installer tous les équipements de puissance qui vont permettre d'injecter l'énergie directement sur le réseau de RDF. Et donc le raccordement se fait ici, avec le réseau RDF de 20 000 volts qui passe ici. Donc comment on amène l'énergie des turbines jusqu'au local technique? Alors ici, on a une galerie à câbles qui passe sur les 6 passes de la centrale sous la plateforme de manutention et qui est connectée au local technique. Donc on installe dans cette galerie à câbles tous les câbles de puissance qui connectent la turbine aux équipements de puissance du local technique. On profite également de cette galerie à câbles pour installer toute la tuyauterie hydraulique qui permet la commande des vérins, des pales, etc. Pour la construction de la centrale, qui dure au total 2 ans, nous avons fait 2 phases de travaux. La première phase de travaux, qui a été réalisée l'année dernière, consistait à réaliser les 3 premières passes de la centrale, ici. Et la seconde phase des travaux, qui est aujourd'hui en cours d'exécution, consiste à réaliser la seconde phase ici, donc les 3 passes suivantes. Alors pourquoi on a fait en 2 phases de travaux? C'est pour minimiser l'impact du chantier sur l'écoulement des crues. Donc à chaque fois, on occupe 1/3 du lit de la rivière. L'eau s'écoule sur les 2/3 restants. Donc je vais maintenant vous présenter ces 2 phases de construction. Donc, tout d'abord, la première phase. La première phase a démarré en septembre 2015 et a duré 1 an. Sur cette année, sur l'année écoulée, nous avons fait tous les ouvrages provisoires, réalisé le génie civil des 3 premières passes de la centrale.
Nous avons construit le local technique ainsi que la plateforme de manutention. Et nous avons pu remettre en eau la phase 1 en septembre 2016. Donc je vais maintenant vous présenter quelques photos de la construction. Donc ici, on voit les ouvrages provisoires, donc, avec les bâtards d'eau. Donc les bâtards d'eau, ce sont les digues en matériaux que l'on voit ici. Et sur ces digues en matériaux, nous avons installé ce qu'on appelle des pales planches. Donc ce sont les éléments en acier ici, qui sont fichés à entre 15 et 20 mètres de profondeur et qui permettent d'isoler l'enceinte chantier de l'écoulement de l'Isère. Une fois qu'on a terminé les ouvrages provisoires, on a pu assécher l'enceinte de travail et à partir de là, on a pu commencer les terrassements et la construction du génie civil. Donc ici, vous voyez, donc on est sur la première phase des travaux en rive droite. Les pales planches sont battues et on commence les terrassements dans l'enceinte. Nous avons enchaîné avec la construction du génie civil. Donc nous avons ici les radiers, la construction des piles. Et donc là, nous avons les trois premières phases de la centrale qui sont construites. Nous avons ici, juste derrière, la plateforme et un peu plus haut, le local technique. Donc là, on voit les deux premières passes, cette passe-ci et cette passe-ci qui seront concernées par la pose des turbines, et la passe centrale dans laquelle on va installer la vanne de dégravage. Et donc cette première phase des travaux a été remise en eau en septembre 2016. Après avoir remis en eau la première phase, nous avons pu attaquer les travaux de la seconde phase des travaux. Donc pour la seconde phase des travaux, nous avons réitéré l'opération, donc à savoir refaire des ouvrages provisoires, des bâtards d'eau. Donc là, ce coup-ci sur la travée centrale de l'Isère, donc l'eau passée en phase 1 à droite, que l'on voit ici dans la première réalisation de l'ouvrage, ainsi que dans la passe à poissons qui est derrière. Donc là, on est vraiment au centre de l'île d'Isère, et c'est les travaux qui sont aujourd'hui en cours d'exécution. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser le génie civil de la seconde phase. On va également installer tous les équipements de puissance dans le local technique. On fait les raccordements sur le réseau, et on a pour objectif de remettre en eau cette seconde phase en octobre. Donc sur la photo ici, nous pouvons constater donc, les ouvrages provisoires de la seconde phase. Les ouvrages de génie civil sont en cours d'exécution. Donc ici, on aperçoit la pile centrale qui fait la jonction entre la première phase et la seconde phase des travaux. Donc on vient construire la centrale dans la continuité de la première phase. On a pour objectif de remettre en eau en octobre 2017. Donc ici, on a le local technique. Donc le local technique, on a installé tous les équipements de puissance. Donc ici, on peut voir les compresseurs d'air pour maintenir les turbines toujours à une légère surpression par rapport au niveau de pression extérieure. Nous avons les groupes hydrauliques pour la commande des pales, des verres, etc. Les convertisseurs de puissance derrière. Et dans le local juste derrière, nous avons le transformateur qui permet d'élever la tension à 20 000 volts pour l'injecter sur le réseau ERDF. Et donc, dès qu'on aura remis en eau la seconde phase en octobre 2017, nous pourrons passer à la phase d'installation des turbines, qui est la phase qui nous intéresse le plus, et qu'on va voir maintenant. Donc, la première turbine est prévue d'être installée à partir de mi-octobre de cette année. Donc, il faut compter à peu près un mois d'assemblage, de montage et d'essai des turbines. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les 4 turbines sont prêtes. Donc, elles sont fabriquées, elles ont été testées en atelier, elles sont en attente. Donc, elles vont être amenées sur site début octobre. Et on a déjà reçu sur site les distributeurs. Donc, ça, les distributeurs, en fait, c'est le support de la turbine qui va venir être posé sur le génie civil. Et donc, dans ce support ici, on va installer le bulbe de la turbine. Donc, le bulbe, c'est la partie qui va être en rotation avec les pales, la génératrice, etc. Donc voilà, donc là, les 4 distributeurs ont été livrés sur site également. Donc, ils sont sur site. Et puis, on attend avec impatience le 16 octobre pour commencer le montage des turbines, dans lesquelles, je suis sûr, vous assisterez très nombreux depuis le pont. Donc, avant de passer à la présentation de Simon pour la partie AccuOCOP, je vais vous présenter une petite vidéo qui a été faite sur les 1 an et demi de construction, qui résume, c'est 1 an et demi de construction en quelques minutes, mais qui est une vidéo assez intéressante.
Merci à Stéphane, qui veille chaque jour à ce que le déroulement de cet ouvrage se déroule pour le mieux et qu'on arrive effectivement à installer ses premières turbines en octobre. Une autre première à l'occasion de ce projet, celle du lancement de la plateforme de financement participatif AQOCOP, pour lequel j'accueille son président Simon Quiret, et pour lequel nous avons tenu à inscrire dans les tout premiers projets à proposer sur cette plateforme Chavor, compte tenu des demandes qu'on avait eues ici un peu plus qu'ailleurs sur mais je suis très justifié, on en est très heureux pour une intégration et une participation collective à ce projet. Simon, je te laisse la parole. Merci Guillaume, bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, on vous a montré qu'on était un groupe innovant et c'est notre dernière innovation en date, puisqu'on a créé cette plateforme il y a juste 2 mois. C'est donc notre propre plateforme de financement participatif et c'est innovant puisque c'est la seule plateforme propriétaire en Europe. Pourquoi on a voulu faire ça? Parce que d'abord, on avait le souhait et l'envie d'offrir la possibilité aux particuliers d'investir dans nos projets. Et on pense qu'un bon projet, c'est un projet qui est bien intégré. Et la meilleure façon de bien intégrer un projet auprès des riverains, c'est de leur offrir la possibilité de participer au financement, à nos côtés. Alors, je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais ce qui est important quand même, c'est cette possibilité d'offrir l'accès au financement des particuliers, c'est tout récent. Et dans le contexte juridique est effectivement récent. Il date de 2014, de fin 2014 en France. Et aujourd'hui, c'est un premier pas vers ce qu'on appelle la désintermédiation financière, à savoir qu'on n'est plus obligé de passer par les banques pour prêter ou pour emprunter de l'argent. On peut, sous un statut particulier réglementé par la Banque de France, passer directement par une plateforme Internet qui est régulée, ce que nous sommes, mais sans passer par une banque. Donc c'est la fin du monopole bancaire. Donc c'est une étape extrêmement importante dans l'innovation financière et cette étape est possible simplement depuis 2 ans. Alors il y a 3 formes d'investissement possibles dans le financement participatif. Vous avez le don, le capital et le prêt. Nous sommes sur notre plateforme que sur du prêt. Pourquoi? Parce que c'est plus lisible pour les épargnants. C'est-à-dire que vous connaissez les modalités tout de suite, vous avez l'échéance, vous avez le taux d'intérêt, et vous savez quand vous rentrez, quand vous pouvez sortir, ce qui n'est moins le cas dans le cas du capital, puisque là, les conditions de sortie sont toujours à négocier par la suite, alors que dans le cadre d'un prêt, c'est extrêmement clair, tout comme un prêt immobilier, vous connaissez les échéances et les modalités. C'est un mouvement de fond, c'est le début, mais on y croit énormément et c'est un mouvement qui est en train de s'amplifier partout dans le monde parce qu'il est basé sur l'essor d'Internet, sur la possibilité technique qu'offre Internet et puis aussi par les réseaux sociaux. On est ravis d'ailleurs, il y a beaucoup de participants ce soir qui nous ont connus par le biais de notre page Facebook parce qu'on a lancé une invitation auprès de 10 000 habitants autour de Montmélian, comme quoi les réseaux sociaux sont en train vraiment de prendre leur essor et donc ce mouvement d'économie collaborative est vraiment en train d'exploser et on en est ravis. Donc le marché du financement participatif en France, c'est déjà 500 millions d'euros l'année dernière, au bout de 2 ans, et c'est important de le noter, nous avons 50% de part de marché en Europe, donc la France tient une place prépondérante dans ce marché-là. Et bon, au niveau mondial, c'est effectivement dominé par les États-Unis qui sont partis bien avant. Mais en tout cas, en Europe, on commence à être en France un leader de poids. Alors, sur le financement des énergies renouvelables par le biais de ces plateformes-là, c'est un marché qui est encore plus récent. Et la taille de ce marché faisait l'année dernière 11,5 millions à travers ces plateformes que nous avons mentionnées. Donc il y a 7 plateformes actives qui ont financé 66 projets pour un montant moyen collecté de 175 000 euros. Donc c'est un marché naissant, mais en même temps, il commence à avoir un écosystème qui se crée. Vous allez nous poser la question, et c'est normal, mais pourquoi vous créez votre propre plateforme qu'on a créée il y a 2 mois? Bien, c'est parce que nous avons vu et testé ce marché et dans certaines plateformes,
il y a des projets qui sont plus ou moins risqués. Nous, on ne voulait pas avoir ce risque d'image de s'associer à des projets plus risqués, et donc on a préféré créer notre propre plateforme pour mettre que nos projets, et nous sommes confiants dans nos projets, parce que comme l'a expliqué Benoît tout à l'heure, nous restons actionnaires majoritaires de nos projets, et on voulait absolument faire participer les riverains à nos projets, et des projets qui nous semblent assez faiblement risqués. Alors, comme je vous disais, c'est une activité qui est réglementée, hein, et elle est réglementée par l'enveloppe, c'est-à-dire qu'on peut emprunter jusqu'à 1 million d'euros par projet, et un particulier peut prêter jusqu'à 2 000 euros par projet, par prêteur. Donc c'est extrêmement encadré. Et donc notre démarche, pourquoi on a créé cette plateforme, c'est que ce qu'on voulait, c'est on est dans un outil d'acceptabilité de nos projets. C'est important pour nous, ça nous semble extrêmement important qu'il soit bien accepté, et donc offrir la possibilité de le financer, c'est selon nous une excellente forme d'acceptabilité. Et puis, c'est aussi un outil de soutien au développement du groupe, parce qu'aujourd'hui, déjà après 2 mois de lancement de la plateforme, nos équipes de développement, quand elles vont développer des projets dans tout type de technologie, si elles peuvent inclure en amont et en faire part aux maires ou aux communes de cette possibilité d'offrir l'accès au financement des riverains, c'est une démarche, en tout cas, qui commence déjà à être extrêmement bien perçue, et on en est très fiers. Et puis, encore une fois, je vous le disais, c'est vraiment, on veut se différencier par la qualité. Notre engagement, il est simple, c'est qu'on met que des projets qui sont faiblement risqués. Donc, on ne va pas faire du projet extrêmement risqué en phase de développement, mais plutôt en fin de construction comme Chavor ou en exploitation. Et nous, notre motif, notre objectif, il est simple, c'est zéro défaut, 100% de qualité. Donc, ce sont nos projets, et nous restons pendant des dizaines d'années dans les projets. Et donc, on souhaite vous offrir cette possibilité à nos côtés, sachant que les prêts sont sur 4 ans et non pas sur 20 ou 30 ans comme la durée de nos projets. Alors, je vais m'attarder. Donc, nous avons financé déjà un premier projet qui s'appelle le projet Croix-Benjamin, qui est une centrale éolienne. Donc, nous avons financé 100 000 euros il y a un mois, en 35 jours, auprès de 105 prêteurs. Et aujourd'hui, donc, effectivement, on est extrêmement fiers de vous présenter la possibilité de participer au financement de Chavor. Alors, pour vous donner quelques détails, donc 300 000 euros, c'est le montant qu'on vous propose de financer, et c'est un montant au regard du montant global du projet qui est faible. Donc, c'est pas du tout, on cherche pas, on a déjà financé le projet, c'est un projet qui nous a coûté à peu près 11 millions d'euros. Et donc, en fait, on vous propose de participer à hauteur de 300 000 pour venir en complément du financement qui a déjà été clôturé il y a un peu plus de 2 ans. Donc, les conditions sont simples, elles nous paraissent attractives. C'est un emprunt sur 4 ans qui est in fine, c'est-à-dire que chaque année, vous allez toucher un intérêt sur le capital donc, qui vous est versé. Et au bout de 4 ans, on vous restitue le capital, sachant qu'on vous a déjà versé les intérêts chaque année pendant la durée de vie du prêt, c'est-à-dire les 4 ans. Alors, comment faire pour souscrire? Alors, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le site AQOCOP. On pense que c'est simple, mais encore une fois, on est là si vous avez des questions, et il y a un email sur la plateforme où si vous avez des questions, bien sûr, vous nous posez les questions et on vous répond toujours dans les plus brefs délais. Mais en tout cas, le concept, il est assez simple, c'est que vous devez vous inscrire et simplement donner 2 types de documents, à savoir votre carte d'identité ou votre passeport et votre justificatif de domicile. Ces 2 documents sont validés, et à partir du moment où ils sont validés par notre prestataire de services de paiement, votre compte est validé, et à partir de ce moment-là, vous pouvez prêter entre 50 et 2 000 euros par projet. Pendant la durée de vie de la collecte, l'argent est bloqué, et c'est simplement à la fin de la période de souscription où l'argent va être investi dans le projet. Un petit détail quand même qui est extrêmement important, et on l'a structuré comme ça, c'est que c'est AQEnergy qui emprunte l'argent et qui s'engage à verser l'argent dans le projet. Pourquoi on a fait ça? C'est que ça nous paraît être beaucoup moins risqué pour un épargnant d'investir à travers le groupe AQEnergy, qui est un groupe, comme vous l'avez vu, solide, avec 50 centrales en exploitation à travers le monde, plutôt que d'aller investir directement dans le projet. Parce que s'il y a un risque du projet,
c'est toujours possible. Pour l'instant, ça ne nous est jamais arrivé, mais tout peut arriver. Vous ne serez pas impacté par le risque du projet parce que c'est Accure Énergie qui a emprunté l'argent et vous avez prêté directement à Accure Énergie. Ce qui veut dire quand même que votre argent va servir et vous allez financer le projet que vous avez choisi, mais en tout cas, le risque, ce n'est pas le risque projet, c'est le risque de notre groupe. Et ça nous paraît extrêmement plus sécurisant pour un épargnant de faire ça plutôt que d'investir directement dans le projet. C'est pour ça qu'on a construit, et c'est important de vous le préciser, qu'on a construit comme ça la structure financière. Donc, la fin de la période de collecte est le 12 juillet, donc il reste 36 jours pour collecter. On a déjà financé 22% depuis quelques semaines. Nous avons 75 prêteurs, malheureusement pas encore assez localement, donc on espère vraiment de vous avoir convaincu de participer au financement de ce projet. Et au bout de 4 ans, on vous restitue, comme je vous disais, le capital. Et on espère mettre de plus en plus de projets, puisque notre volonté, notre objectif, c'est de mettre la plupart des projets que nous développons, parce que nous pensons encore une fois qu'un bon projet, c'est un projet bien intégré, et la meilleure façon de l'intégrer, c'est de faire participer le maximum de personnes à nos côtés, parce que nous restons actionnaires majoritaires de tous nos projets. Donc l'idée, c'est pas du tout de faire participer, de faire financer à notre place, mais c'est bien en accompagnement de nos financements. Donc on a fini cette présentation, on va pouvoir passer aux questions. Pour prendre la parole oui, bien sûr. Rapidement, avant les questions, merci Simon. Merci Simon pour cette présentation claire de ces nouvel outil et dont nous sommes encore une fois très fiers. Ce projet sur lequel nous travaillons depuis 5 ans sur un certain nombre, avec vraiment de multiples facettes, ne serait pas ce qu'il est sans notre partenaire Désiré Elstern, qui est quelque part dans la salle, je ne le vois pas, que je remercie le plus chaleureusement possible pour sa participation, son implication dans le développement de ce projet. De même que je remercie l'intégralité des équipes d'Accure Énergie qui ont fait ce projet. Et le premier projet qu'on a dans les Alpes et que j'espère être le premier d'une série longue portée par une structure que nous avons créée récemment qui s'appelle Accure Énergie des Alpes et qui est représentée par Jean-Pierre Vidal. Je remercie aussi Jean-Pierre. Je vais en rester ici pour le projet de Chavor et je vais maintenant laisser la place aux questions si vous en avez. Je vous remercie pour votre attention. Oui, bien sûr, je vous en prie. Connaissez-vous le prix d'achat de l'EDF de la production que vous allez donner sur le marché dans 1 an à peu près? Oui, tout à fait. Le prix de rachat du mégawattheure ou du kilowattheure, c'est combien? Là, on est sur un tarif réglementé H07, donc existe depuis 2007 et qui est en vigueur pour l'intégralité des centrales hydroélectriques de ce type-là, donc à savoir jusqu'à 4,5 MW. Et on est sur un tarif de 80 € le mégawattheure. 80 € le mégawattheure. Tout à fait. D'accord, merci. Je vous en prie. Je cours. Bonsoir. Est-ce qu'il y a eu une étude sur la durée de vie de l'installation qui a été faite? Sur la durée de vie de l'installation? Oui, sur l'entretien à réaliser. Parce que j'ai vu sur les photos, j'ai cru voir que c'était en béton. Oui. Et du coup, avec les variations de température, est-ce qu'il y a un vieillissement du béton? Est-ce que ça a été regardé en amont? Alors, effectivement, on est sur un ouvrage qui a été autorisé par la préfecture pour une durée de 60 ans.
il paraît effectivement logique qu'un certain nombre d'éléments de cet ouvrage vont devoir être renouvelés, ou si ce n'est renouvelés, en tout cas entretenus de manière suffisante pendant cette période. Pour tout ce qui est usure de l'ouvrage et du béton, notamment lié au charriage de l'Isère, on a effectivement prévu provisionner à intervalles réguliers la possibilité de revenir et d'intervenir sur des parties de l'ouvrage qui subiraient de l'abrasion, comme l'abrasion que subissent déjà les piles du pont ou le seuil existant. Donc là, on est sur le pont Mollard qui a été construit dans les années 80. À l'occasion des travaux, on a pu voir qu'il avait été effectivement quelque peu érodé, mais finalement pas de manière extrêmement significative ou dramatique pour 30 ans. Sinon, on ne serait pas en train de faire le projet, la DDT, ou le Conseil général aurait repris l'ouvrage bien avant qu'on ait pu commencer à construire notre centrale. Voilà. Oui, une petite question d'ordre technique. Vous n'avez pas de dégrillage à l'amont des turbines. Comment vous les protégez? Pas de, pardon? De dégrillage. De quoi justement empêcher tout ce que va charrier là? Alors, il y a un canal de dérivation, mais ce qui va aller directement sur les turbines, comment ça se passe? Ils ne sont pas encore installés. Il y a un système de pré-grille qui va être installé, qui sont amovibles, qui va être installé en amont des machines, et ça sera installé cet automne. Je vais poser une question. Directement. Oui, je voudrais juste. Pardon. Ça va? Oui. Je voudrais juste savoir ce que vous avez comme expérience en matière de centrale d'un type équivalent à celle que vous êtes en train de construire, justement. Alors, sur ce type de centrale, donc comme le présentait Benoît Galland en début de présentation, on est sur un premier projet de 2 MW en hydroélectricité, mais qui fait partie d'un portefeuille maintenant de près de 700 MW, soit en opération, soit en construction. Avec des problématiques très diverses, qu'on soit sur la biomasse, sur l'éolien, certaines fois dans des zones sismiques, sur des très gros parcs qui n'ont rien à voir avec la taille de Chavors. On parle de parcs de 100-150 MW, des problèmes liés à des projets de biomasse. Là, c'est notre premier projet hydroélectrique, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute la partie qui est hors de l'eau, dans le local technique, c'est très très similaire à 95%, c'est similaire avec ce qu'on trouve dans le solaire photovoltaïque. On parle de convertisseurs de puissance, de toute la partie haute tension. On est finalement beaucoup plus sachant sur ces sujets-là que tout le monde de l'hydro qui en fait depuis beaucoup plus longtemps que nous. Après, sur la partie exploitation, on est plusieurs, on va dire, partenaires d'autres entreprises qui sont en l'occurrence en Maurienne et qui ont une habitude de ce type d'ouvrage beaucoup plus longue que celle que l'on peut avoir. Carmen, Je voulais ajouter juste que pour ce projet-là, on s'est fait accompagner par un co-développeur qui est Desiree Stern, qui a déjà développé d'autres centrales du même type et donc qui nous a apporté l'expertise qu'on n'avait pas. Et en plus, on s'est fait accompagner par des bureaux d'études locaux qui connaissaient très bien le terrain et qui avaient déjà développé des centrales très similaires dans la zone des Alpes. Donc même si c'est notre premier projet, on s'est fait bien accompagner pour être sûr que le projet il va fonctionner comme il faut. Merci Carmen. Bonsoir. J'avais 2 questions. La première, ça concernait les intérêts sur la plateforme, là, les intérêts, les 4% que l'on touche. Oui.
On les déclare comment? Simon, c'est pour toi. Alors, très bonne question, je n'en ai pas parlé. Alors, donc, c'est nous qui nous chargeons de la fiscalité. Donc, alors la fiscalité, elle est de 39% aujourd'hui. Donc, quand on parle de 4%, c'est hors la fiscalité. Et donc, ça fait à peu près, si je calcule bien, 2,80 net, parce qu'il n'y a aucun frais, et je ne l'ai pas spécifié aussi. Le prêteur ne paye aucun frais sur la plateforme. C'est nous qui prenons en charge tous les frais. Donc, si on déduit les 39% de fiscalité, effectivement, ça fait un taux net de 2,80. Et c'est nous qui nous chargeons d'envoyer directement l'IFU. Donc, c'est une ressource, enfin, on envoie ça directement aux impôts et on envoie surtout la déposition fiscale, ce qui fait que dans votre déposition, vous aurez déjà le montant qui sera pré-rempli. Donc, c'est fait de façon automatisée. Ok. La deuxième question, c'est justement quand il y a les bases d'eau, comment vous allez faire? Vous arrêtez la centrale et à un moment donné, il n'y a pratiquement plus d'eau dans l'Isère. Alors, la caractéristique de l'Isère, c'est que les basses eaux, c'est un concept très relatif. On est sur un site où finalement il y a trop d'eau, bizarrement par rapport à ce qu'on peut effectivement produire. Dans les basses eaux, sur les 4 machines, il y en a 2 qui tournent à plein régime. Ça correspond à un régime de basses eaux qui est assez particulier. Pour des gens qui ont l'habitude de voir des projets hydro, c'est particulier. D'accord. Bon. Alors j'ai 3 petites questions. La première, c'est sur le rendement en fait des groupes. La première question, c'est sur le taux de rendement des groupes. Oui. Est-ce que vous avez un chiffre à peu près, une estimation? Carmen, je te laisse répondre, tu as ces chiffres mieux en tête que moi. Je ne sais pas qui a posé la question. C'est bon. Ah, d'accord. Et pour la totalité des groupes turbines plus alternateurs, on est autour des 75-80% des rendements. Donc, ce qui est dans la gamme habituelle des rendements pour des turbines hydro. Mais pour des très basses chutes, c'est quand même un rendement qui est très bien. D'accord. Ma deuxième question, c'est sur la durée d'exploitation. Je ne sais pas si c'est une autorisation ou une concession. On a une autorisation et c'est une autorisation pour 60 ans. D'accord. Alors, juste une dernière question. C'est sur la phase chantier. Est-ce que vous avez eu des crues? Est-ce que vous avez inondé le chantier ou pas? Pardon? Sur la phase chantier, oui. Est-ce que vous avez eu des crues? Je laisse répondre Stéphane. Merci. Oui, donc effectivement, vous l'avez sûrement constaté la semaine dernière, il y a eu des épisodes avec des forts débits. Donc il faut savoir que sur la centrale, on a installé donc les rideaux de pale planche qui protègent le chantier contre une crue qui a une fréquence d'apparition tous les 20 ans. Donc on a eu des épisodes l'année dernière, cette année, avec des forts débits, mais qui n'ont pas entraîné un arrêt de chantier. Aujourd'hui, sur la seconde phase des travaux, on a créé un passage busé qui traverse la passe à poissons pour accéder au centre de l'Isère. Ce passage busé, vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, était déversant. C'est un passage qui est fusible, donc comme son nom l'indique, quand il y a un petit peu de débit, ce passage est prévu pour laisser passer le trop-plein. On arrête les accès par cette passe à poissons et on continue les accès par la passe rive droite. Donc effectivement, la semaine dernière, c'est peut-être impressionnant, mais tout était prévu, enfin tout était maîtrisé. En fait, j'ai 2 questions, une technique et une plus financière. Techniquement, lorsque vous devrez remplacer des turbines, vous avez un système qui va permettre de bloquer le flux ou vous devrez réinitier un chantier de pale planche? Oui, alors très bonne question. Nous avons prévu effectivement pour chacune des passes de la centrale des bâtards d'eau de service. Donc les bâtards d'eau de service, ce sont des éléments qu'on va venir empiler les uns sur les autres pour bloquer le flux d'eau. Donc chacune des passes, on peut l'isoler
et la sécher pour intervenir sur la turbine. D'accord, merci. Et sur le plan financier, bon, vous prévoyez 13 gigawattheures par an, c'est ça, à 80 €, donc c'est un business d'1 million d'euros par an à peu près. Et donc, votre point de retour sur investissement, il est dans 15 ans? Enfin, c'est peut-être indiscret, mais pour avoir une idée. Non. Alors, compte tenu des taux d'emprunt bancaires qui sont pratiqués sur ce projet, on est plutôt sur des retours plus longs qui frôlent les 20 ans. D'accord. Voilà. D'où la pertinence d'un ouvrage et d'une autorisation qu'on a sur une durée relativement longue, 60 ans, qui est pas très usuel, mais compte tenu des évolutions aussi prévisibles des prix de l'électricité et de ce qui pourrait être dans 20 ans, c'est indispensable pour assurer la pérennité financière long terme du projet. D'accord. Merci. Je vous en prie. Oui, ce type de turbine, il y a des installations qui tournent, et depuis combien de temps? Pardon? Ce type de turbine, il y a des installations qui tournent déjà. Depuis combien de temps? Alors, c'est une turbine qui a été développée il y a une dizaine d'années. Donc, les premières ont été installées, j'ai plus les dates exactes en tête, mais ça doit faire peut-être 8-9 ans maintenant. Faut savoir que comme toute machine qui existe depuis peu, il y a eu un certain nombre de versions au gré des découvertes, des optimisations qui arrivent naturellement sur ce type de nouveaux produits. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les machines qui sont installées à Montmélian, on est sur des numéros de série qui sont entre 90 et 100. Donc on n'est plus en train de parler de prototypes ou de séries vraiment très limitées ou confidentielles. Voilà. Je vais prendre une dernière question parce que le temps s'est écoulé. Oui. La date d'inauguration n'a pas encore été fixée, mais nous reviendrons vers vous via Facebook et tout autre média possible pour être sûr de vous y voir nombreux. La date de mise en service, c'est Alors, ce sera au dernier trimestre. Ce sera au dernier trimestre de cette année. Compte tenu des aléas climatiques et des caprices de l'Isère, il serait bien présomptueux de donner une date définitive. Donc, pour le moment, on vise octobre-novembre, mais ce sera dans tout état de cause au dernier trimestre, avant la fin de l'année. Je vous remercie. Je remercie toute l'équipe qui s'est rendue disponible pour échanger avec vous ce soir. Et je vous remercie de vous être déplacés pour participer à cette présentation. À cet échange. Et surtout, si vous avez encore des questions, je vous propose qu'on se retrouve tous auprès du bar pour boire un verre ensemble. Et puis on est tous là, tous les gens d'Accueillot, pour répondre à toutes vos questions. Et puis pour boire un verre avec vous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée.